puisque la gauche et la droite authentique sont fondées par le rapport capital-travail. Il n'y a plus choisir entre le social et le libéral, non, il y a subir l'oligarchique ou se révolter contre l'oligarchique. Je finirai là-dessus. Oui, régulièrement on me sucre mon compte Facebook pour malpensance, et j'ai vu récemment qu'il y a une jurisprudence qui est en train de se mettre en place où quelqu'un au tribunal a gagné, parce qu'en réalité il semblerait que pour la jurisprudence française, Facebook n'a pas le droit de vous censurer car c'est finalement un service sur lequel ils font de l'argent, et que finalement ils ont une espèce de pouvoir discrétionnaire sur vous qui tendrait à être illégal. Donc j'ai vu qu'un Français a gagné son procès face à Facebook, ce qui veut dire en fait que maintenant, quand on vous bloque pour des raisons soi-disant de non-respect de la charte éthique, qui consiste en fait à vous être pas soumis par l'humour à l'idéologie dominante mondialiste, vous pouvez attaquer au tribunal et gagner. Facebook est une énorme entreprise de pognon qui fonctionne sur nous, faut pas oublier, sur nous, et beaucoup sur moi, puisque je veux dire, plus vous faites d'amis, plus vous, c'est comme Dailymotion et YouTube, Dailymotion vend de la pub, et quand je fais 135 000 visionnages, ils font de la pub grâce à moi, donc il manquerait plus qu'il y ait une charte éthique où ils se permettent de vous censurer en plus. Je vais rebondir d'ailleurs là-dessus. Donc vous pouvez effectivement maintenant, avec la jurisprudence française, attaquer Facebook quand il vous censure pour des raisons soi-disant de non-respect de la charte éthique, qui en général parce que vous êtes moqué de la fistinière, c'est une charte éthique à 2 vitesses, toujours, qui va dans le même sens. Et là, je fais remarquer qu'aussi, je viens de découvrir récemment à quel point ce qu'on appelle le monde libéral est un monde libéral sur le plan idéologique et philosophique, c'est-à-dire une généralisation de la marchandisation jusqu'à la vente des gosses par l'adoption, à la vente des organes dont sont spécialistes d'ailleurs certaines élites communautaires religieuses, on pourra peut-être remettre le lien. Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et 5 rabbins ont été arrêtés. 15 membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont 5 rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. La liste des noms des personnes arrêtées donne l'impression que vous allez assister à un meeting avec des leaders de la communauté. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est la réalité. Et j'ai remarqué que récemment, finalement, j'ai vérifié une fois de plus par la pratique, que finalement ce qu'on nous vend comme le libéral est absolument oligarchique et un système de privilèges en France. Je vais démontrer. Nous avons monté une société d'édition qui s'appelle Contre-Culture, qui marche bien. Et nous faisons un chiffre d'affaires tout à fait respectable. Nous n'avons aucun découvert, nous n'avons pas de découvert en banque. Nous avons vraiment une société absolument saine. Nous avons eu toutes les malles du monde à trouver une banque qui nous accepte. Elles nous ont toutes refusé. Les mêmes banques qui ont foutu tout votre pognon en l'air, vous allez le découvrir bientôt quand vous ne pourrez plus le récupérer avec les junk bonds, refusent le bon argent d'un entrepreneur comme moi qui crée du bénéfice par du sain travail. Ils le refusent, rien foutre. Et la seule banque qui l'a accepté, la Banque Postale, pour pouvoir améliorer nos prestations, nous avions demandé par un dossier le droit, en plus de PayPal, d'avoir un paiement carte bleue. Ce droit au paiement carte bleue pour les gens qui achètent nos livres nous a été refusé pour des raisons éthiques par la Banque Postale. Je découvre donc qu'une banque qui prend votre argent et qui est une entreprise purement commerciale peut refuser et vous handicaper sur le plan du commerce, alors que nous sommes une maison d'édition qui s'appelle Culture pour tous, pour des raisons éthiques non justifiées. C'est-à-dire vous empêcher de travailler. Voilà, c'est ce que vient de faire la Banque Postale en nous refusant le paiement carte bleue. Pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la France est un système d'oligarchie, de parasites et de privilégiés qui empêche finalement les travailleurs de travailler, qui ponctionne les travailleurs honnêtes de la classe moyenne, PME, PMI, artisans, commerçants, en les surtaxant pour finalement payer le parasitisme des chômeurs longue durée et des parasites du haut, dont font partie effectivement tous nos donneurs d'ordre. À travers mon expérience, je réalise jour après jour que finalement, le monde libéral qu'on nous vend comme un système transparent, qui fonctionne sur la logique mathématique, tel que finalement nous le vend aussi d'ailleurs quelque part Michéa, est en réalité un système totalement antilibéral et oligarchique, qui que ce soit à Wall Street ou au niveau bancaire, au niveau des PME chez nous, est un système finalement de privilèges, de parasitisme et de destruction de richesses réelles. Voilà. Donc voilà, que sachez, et aussi donc sachez effectivement que nous sommes désolés d'être obligés de passer par PayPal pour vos achats, mais en fait notre propre banque sur laquelle il y a plein de pognon nous empêche, nous interdit de nous servir du paiement carte bleue pour leur faire gagner de l'argent, puisqu'ils touchent un pourcentage dessus, pour des raisons éthiques.
Donc devinez ce que c'est que l'éthique pour la Banque Postale. Je vous fais pas un dessin. C'est pas la solidarité avec la cause palestinienne. C'est pas la défense du petit peuple français. Ce n'est pas la défense du catholicisme, certainement pas. Nous arrivons en général toujours à la même domination, à la même gangrène, au même parasitisme, au même dysfonctionnement républicain, commerciaux et en dernière instance même libéraux. Voilà. C'est qu'on peut être aujourd'hui, je veux dire c'est comme gauche-droite, hein, l'alternative sociale ou libérale, socialisme ou libéralisme, est une fausse alternative. En fait, c'est oligarchique et c'est tout. On est aujourd'hui ni libéral ni social, on est purement oligarchique. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de gauche et de droite non plus. Hein, voilà, puisque la gauche et la droite authentique sont fondées par le rapport capital-travail. Il n'y a plus le social, choisir entre le social et le libéral. Donc il y a subir l'oligarchique ou se révolter contre l'oligarchique. Je finirai là-dessus. C'est plus qu'une grande école, c'est une institution qui forme depuis un siècle les élites politiques. Sciences Po est aujourd'hui dans la tourmente. La Cour des comptes publie un rapport accablant sur la gestion de cet établissement où l'on enseigne en principe la saine gestion des finances publiques. Salaire exorbitant, primes démesurées, gaspillage de l'argent public. Le rapport de la Cour des comptes accable la gestion de l'ancien directeur de Sciences Po. Je dis, je gagne très bien ma vie, ça énerve d'ailleurs certains présidents d'université. Un système de primes et d'arrangements aurait permis à son ancien directeur, Richard Descoings, d'augmenter son salaire de 60% en 6 ans. 500 000 € bruts par an, c'est 3 fois le revenu moyen d'un président d'université. Oui, j'ai 2-3 responsabilités, 9000 étudiants, 800 salariés à gérer. Il faut que je trouve de l'argent. La réalité de Sciences Po est loin d'être celle-ci. L'avenir, c'est autre chose. Oui, et ben là, je rebondis toujours sur le prestige et le respect qui vient du courage, et du courage à un moment donné où c'était pas facile, c'est-à-dire d'avoir de l'avance et de tenir. Pour ceux qui verront un petit extrait qu'on va remettre de la fois où Descoings m'a fait virer de Sciences Po. Je veux qu'on sache que j'ai été invité sans doute par des élèves et des lecteurs à ce salon et qu'on m'a désinvité en douce en me menaçant de me passer à tabac et que ce monsieur qui se prétend le directeur de l'établissement me demande de partir en douce parce que ma sécurité ne peut pas être assurée. Alors je vous garantis que je n'ai aucun problème de sécurité nulle part. Tout ça est une manipulation. Je suis un écrivain français et c'est pas vous qui me traversez les yeux et je viendrai signer ici car j'ai été invité et qu'on me passe à tabac et que ça se voit et que ça se sache. Et où j'ai découvert que Sciences Po était une école entièrement sous domination communautaire. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est les sionistes qui avaient le pouvoir à Sciences Po, et Descoings leur avait fait totalement allégeance. Et ce n'était pas une école qui formait des élites françaises, mais qui formait des élites à la soumission de la France à l'empire américano-sioniste. J'ai bien montré Descoings non pas comme un grand commis de l'État français, mais comme un traître à l'État français. Et on a vu qu'il était mort comme un vulgaire sodomite défoncé, drogué dans un hôtel américain. Je l'ai dit tout ça d'ailleurs et personne n'a moufté parce que c'est une évidence, on le sait. Maintenant la Cour des comptes, puisque le temps passe, épingle ses comptes. C'était en plus un escroc, un voleur. Une indemnité de plus de 500 000 € par an, bien supérieure à celle d'un président d'université qui ne repose, je cite, sur aucun contrat formel et n'a pas été voté en conseil d'administration. De manière générale, c'est le fonctionnement opaque de l'Institut d'études politiques qui est dénoncé, entre autres les différences de traitement entre professeurs et la répartition de divers avantages en nature. Au final, estime la Cour, la politique de développement de Sciences Po n'a pu être mise en œuvre qu'au prix d'une fuite en avant financière et d'une gestion peu scrupuleuse des deniers publics. C'était un escroc et un voleur, hein, voilà, on en est là, hein, voilà. Donc c'est pas hasard si je me suis retrouvé à mener face à Descoings et si Descoings m'a fait sortir par la police d'une école où j'étais invité par les élèves. Hein, c'est pas par hasard. Et ce jour-là, je le crois, essayer de sauver l'honneur de la France. Voilà, merci monsieur, je l'ai signé. Je vous en prie. Vous ne ferez pas baisser les yeux ni la garde parce que j'ai résisté à tous les chants de vous. Vous êtes méchants, vous êtes profondément méchants. Vous baffez toutes les lois de la démocratie, toutes les traditions qui sont les nôtres, n'est-ce pas ? Mais moi, j'incarnais le clerc non traître, voilà, dans cet épisode douloureux. Et j'ai été sorti à la demande de la préfecture de police par la police française. Hein. Vous êtes la police d'accord. Vous n'assurez pas ma sécurité. Mais si, vous êtes jusqu'à vous emmener dehors, à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Je peux m'éloigner un peu. Vous sortez du secteur. C'est quoi le secteur ?
Voilà, c'est un peu cette même police à qui on reproche après d'envoyer des petits enfants juifs au Veldiv. Hein. Mais oui, la police obéit au pouvoir, oui, bien sûr. Et c'est insoumission toujours ou insoumission jamais. Hein, voilà, donc ne vous plaignez pas. Hein. Vous avez dressé une police, si un jour elle se retourne contre vous, c'est vous qui l'avez formée. Hein. À la soumission, à la lâcheté et au manque de, comment dirais-je, d'éthique et d'éthique individuelle. Voilà. Donc Descoings était une merde intégrale à tous les niveaux. Hein. Au niveau politique, au niveau humain, au niveau prophylactique, au niveau pharmaceutique et même au niveau de la gestion. Voilà. C'est la Cour des comptes qui le dit. Hein. Ah oui, alors Raoult, ce pauvre type qui avait déclaré en espérant avoir la protection de nos maîtres à tous, avait déclaré une fois que, on remettra l'extrait, que Israël était plus important pour lui que nos retraites, que les retraites des Français. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Je souhaitais qu'il ne soit pas réélu, j'ai vérifié qu'il ne l'avait pas été, il a perdu son poste de député. C'est bien fait pour ta gueule, gros con de Raoult, puisque quand on préfère Israël aux Français, les Français te réélisent pas, parce que sinon il faut te faire élire à la Knesset, tu vois. Et là j'ai appris récemment, ça m'amuse, qu'en plus il est mis en examen par sa femme pour coups et blessures. Donc on a quand même là un contexte global de qui se tient bien, qui se tient mal globalement, voilà. Hein. En général, il y a une cohérence globale, voilà. Hein. Et je parle moi de critères comme la violence, l'honnêteté sur les questions d'argent. Je parle pas, par exemple, je ne dévie pas sur la vie sexuelle et je ne tombe pas dans le puritanisme anglo-saxon. Hein, voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui essayent de m'emmerder là-dessus. Hein, je suis remarqué, voilà. Nous, en France, il n'y a pas de police des braguettes et on a une tradition. Voilà. Donc, on ne touche pas à la vie privée des gens sur ce qui a à voir avec la bouffe, l'alcool, les plaisirs de la chair, dans la mesure où on ne touche pas aux enfants. Voilà, il y a une tradition française. Mais par contre, quand il s'agit par exemple de frapper, effectivement, vous voyez, de frapper les femmes, j'ai des infos sur certains leaders communautaires que je garde pour moi, effectivement, où il y a du coup et blessure répétés. Voilà. Soral pouvait chercher jamais. Voilà, jamais. Voilà. Hein, donc Raoult, voilà, qui pensait qu'Israël était plus important que nos retraites, et ben finalement il a perdu son poste de député, c'est bien fait pour sa gueule, et là maintenant sa femme l'envoie au tribunal pour coups et blessures, ce qui prouve que c'était globalement un sale type et un mauvais Français, puisque je répète, il y a une tradition française de la galanterie, du respect des femmes, et donc je me réjouis effectivement de la déchéance de Raoult, puisque Raoult on n'avait rien à foutre des retraites des Français. Je pense que pour lui, sur le plan politique, ça sent fort la retraite. Allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie. Oui, alors pour effectivement que les gens de mauvaise foi, les spécialistes de la casuistique dialectique, ne prétendent pas que j'incite à la haine en saucissonnant mon dire, et en refusant d'en voir le sens global et profond. Je vais lire 2 courriers d'internautes, parce que j'en reçois beaucoup. Alors je ne parle pas des courriers que je reçois émanant de la communauté musulmane, des Français patriotes, mais de certains jeunes issus de la communauté juive, pour vous montrer qu'effectivement, il y a une très large sympathie de juifs du quotidien envers ce que je dis, le comprennent parfaitement, ils en ressentent la légitimité, et pensent même que, à la limite, mon positionnement est un positionnement généreux et chrétien envers ce qu'il représente. Voilà. Donc, je vais lire 2 lettres, la lettre d'un certain Michael et la lettre d'un certain François. Bonjour, je tenais tout d'abord à saluer de tout mon respect et de ma gratitude à Alain Soral, pas très français, pour son travail courageux de porteur de vérité. Doublement, car en tant que juif de naissance, il a appuyé par sa réflexion des intuitions que je porte et que j'écris depuis 10 ans. La découverte de Gilad Atzmon a été validatrice de mes ressentis et réflexions concernant les tabous de la communauté dans laquelle je suis né. Je dis bien je suis né car ne me reconnaissant que dans ce qu'elle possède de spirituellement porteur de sens. L'universalisme a toujours été une fleur au bouton dans mon cœur, d'une fleur en bouton dans mon cœur, jusqu'à ce qu'elle puisse être nourrie par mes rencontres, mes lectures, mes méditations et mes crises de sens pour trouver une direction que j'estime lumineuse dans ma destinée. Assez jeune, je suis entré en dissidence vis-à-vis de la communauté. Je suis passé par de
nombreuses phases philosophiques, politiques, spirituelles, athéisme, marxisme, bouddhisme, à la rencontre d'auteurs et de sages qui m'indiquèrent une direction sans être un chemin. À la suite de ce périple de vie, j'ai eu l'idée avec un ami de créer un site où je proposerais sous forme d'articles mes réflexions sur divers thèmes. J'ai créé en 2004 le site Unisson, dont le but est de proposer une spiritualité laïque dans le sens authentique grec du terme laïkos, laos, signifiant peuple. L'idée centrale partant de postulat que chaque être humain possède en lui ce besoin immanent de faire partie d'une totalité qui le dépasse et qui l'inclut dans le processus de partage qu'est la vie. J'invite M. Alain Soral à parcourir le site et s'il le souhaite ou s'il a le temps de m'en dire son ressenti, j'en serai honoré. Fraternellement, Michael. Et ben, pour montrer que nous ne sommes pas des tribalistes et des communautaires mesquins, nous allons mettre le lien du site de ce jeune homme charmant qui s'appelle Michael, et bien noter que nous savons que comme lui et de nombreux juifs qui n'appartiennent pas à des ligues ou des milices sionistes et qui se posent des questions, n'amalgamons pas, nous ne stigmatisons pas en général, mais voilà, mettons le doigt sur des valeurs et des gens qui portent des valeurs que nous estimons critiquables. Hein, voilà. Donc là, c'est pour que ce soit clair. Hein. J'avais une autre lettre à lire. Bonjour Alain, je tenais d'abord à te féliciter pour la dernière vidéo. Excellente démonstration. Tu voulais élever le niveau et le débat il y a 5 ans quand nous étions rencontrés au Procope. Tu as réussi ce que tu voulais, bravo. Oui, comme quoi, je rencontre régulièrement des juifs, des penseurs juifs, des jeunes juifs, sans aucun problème, car je ne suis pas racialiste. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'un système de valeurs se transmette par le sang. Je pense qu'en dernière instance, nous pouvons y adhérer librement par notre libre arbitre. Donc je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas fataliste, je ne suis pas racialiste, et j'ai même remarqué, je fais cet aparté, que quand on arrive au sommet du génie juif, en général, il n'y a pratiquement plus que ce qu'on appelle des antisémites, c'est-à-dire des gens qui déchirent le voile du communautarisme et de la solidarité tribale et raciale pour accéder à l'universel. Je citerai dans les plus grands Jésus-Christ, même si c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on appelle un nazaréen, ou des gens contestent sa judéité, on s'en fout, c'est le Fils de Dieu. Enfin, Jésus, les autres se l'approprient. Karl Marx, Otto Weininger que nous rééditons, le génial joueur d'échecs Bobby Fischer, Bernard Lazare, Israël Shahak, Israël Shamir, Gilad Atzmon. En général, quand un juif atteint un très haut niveau de conscience et d'intelligence, il déchire le voile de la solidarité tribale et du racialisme pour accéder à l'universel. C'est pour ça qu'en fait, le problème est plutôt les juifs de base qui sont manipulés et instrumentalisés et qu'on élève dans la paranoïa de l'antisémitisme pour pouvoir les manipuler et s'en servir même de chair à canon et les envoyer au casse-pipe pour des raisons de privilège des élites communautaires. On a la bêtise de l'antisémitisme finalement qui est la même chose en miroir de l'antisémitisme racialiste qui croit finalement aux fadaises du judaïsme, c'est-à-dire qu'il y aurait un génie qui se transmettrait par la race, puisque finalement un antisémite c'est quelqu'un qui croit à ce mensonge et à cette arrogance et à cette prétention juive. Et puis après, quand on arrive en haut, là où on peut respirer, on a finalement les êtres humains intelligents qui se servent du logos comme d'outils de communication universelle et d'échange honnête, et qui effectivement échappent au pile-poule, et qui en général se retrouvent à peu près d'accord sur tout, ce qu'on appelle la communauté universelle des honnêtes gens. Donc voilà, donc ce François me salue aussi, et à la fin il me rajoute une chose à te faire part, ils font des fautes de français nos amis là. Tu es dans le collimateur de Tristian, alors il m'a bip bip, un nom composé qui termine par France. Le pote de Flourest, un ami qui le connaît bien me l'a dit, il est question de piratage de tes comptes Twitter, Facebook, email. Il paraît que ce bon Français a de bons informaticiens avec lui. Amitié nationaliste François. Donc il paraît qu'un certain Tristan Bip France aurait un projet hostile contre moi, que ce serait un pote de Flourest. Visiblement, il est d'une très grande famille communautaire que je connais, car à l'époque où j'étais dans le cinéma, j'avais été invité par un producteur qui louait l'immense maison de cette famille à Ibiza. Donc j'ai découvert que c'était de la grande bourgeoisie française, même ils incarnaient la gauche ouvrière française, et j'étais resté que l'après-midi. J'avais refusé d'y dormir, bien qu'il y ait eu une chambre avec salle de bain par chambre. Il y avait 8 chambres, c'était une hacienda à Ibiza, parce qu'il y avait au milieu du salon un énorme chandelier en argent massif à 7 branches qui m'empêchait de passer des vacances tranquilles, et du coup je suis reparti le soir même. Voilà. Donc ça m'amuse, effectivement, petit glissement. J'aime bien tendancement faire des petits glissements people. Comme je connais à peu près tout le monde
dans le monde du culturo-mondain. Je sais à peu près tout sur tout le monde. De temps en temps, je m'amuse parce que les gens sont friands de petits glissements people, comme par exemple raconter qu'Ariel Wiesman, qui aujourd'hui fait du Krav Maga et pratique l'exégèse talmudique. Je l'ai connu étudiant à Tolbiac. Donc en philo à Tolbiac. Son meilleur ami s'appelait Garo, était un Arménien d'un antisémitisme forcené, mais qui était lui une authentique intelligence, qui lisait couramment le russe et qui lisait la Pravda tous les jours, et que ce Ariel Wiesman était à l'époque néo-romantique, les yeux maquillés en noir, avec une chemise à jabot et une dent cassée sur le devant, et qu'il était à l'époque homosexuel, et qu'il était l'amant de, je crois, Nicolas Veil du Monde. Voilà. Donc j'ai connu, moi, Ariel Wiesman, non pas talmudiste, krav-magiste, animateur à Canal+, et porteur de chapeau. Je crois qu'on l'appelle Madame de Fontenay dans les locaux. Mais je l'ai connu pro-palestinien, meilleur ami avec un antisémite carabiné, qui était d'ailleurs bien plus intelligent que lui, étudiant à Tolbiac et non pas du tout dans une école lésivassienne, et néo-romantique homosexuel. Voilà. Donc je m'amuse parce que, comme tout ceci est vrai, et comme il s'est permis de m'attaquer plusieurs fois et de mentir sur son passé de branché, alors qu'on l'a jamais vu à l'époque, des pionniers de la branchitude en 76, 17, 18, rue Pierre-Lescot, à l'époque de Serge Kruger, à l'époque du tout début du bain-douche, et du tout début du Palace et de la bande des branchés, avec Titus le Dandy, avec Blaise Sourdy et tous ces gens-là, bande dont je faisais... Et aussi, comment elle s'appelait, Edwige Gruss, etc. On n'a jamais vu Ariel Wiesman à cette époque-là, il ment, comme souvent, j'ai dit, ces gens-là sont souvent des menteurs et des affabulateurs et des accapareurs du prestige des autres. Je l'ai par contre connu un peu après, homosexuel, néo-romantique, pro-palestinien et assez antisémite pour faire le malin, quoi, voilà. Donc voilà, Ariel Wiesman, comme les deux dernières fois qu'on s'est croisés alors qu'on se connaît depuis 30 ans, je crois, tu as baissé la tête et tu ne m'as pas dit bonjour. Voilà, je te balance une petite quenelle, voilà, pour que les gens savent quand même que, voilà, qui tu es, quoi. Pas grand-chose d'ailleurs, tu n'as jamais écrit un livre, tu n'as jamais rien fait, tu vis de privilèges communautaires à Canal+. Et pour ce qui est de, comment dirais-je, de ton délire messianico-talmudico-judaïque, on va mettre l'extrait où tu es avec le calot sur la tête. Ce qui est intéressant, c'est ce verset dans lequel on dit que le pharaon ne se souvenait plus de Joseph. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, je ne sais pas si vous y avez été sensible, c'est celui de l'ingratitude. Joseph a sauvé l'Égypte de la famine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se souvenait pas de Joseph? Est-ce que ça ne renvoie pas aussi à une attitude qu'on a vue très souvent dans l'histoire, c'est que les Juifs dans tous les pays du monde, dans tous les pays de la diaspora, ont toujours rendu des services à la société, pas seulement lorsqu'ils prêtaient de l'argent alors que l'Église interdisait de le faire, mais dans toutes sortes de domaines. Et on les a expulsés constamment dans l'histoire, et souvent en les regrettant après, mais en faisant comme si on ne se souvenait pas des services qu'ils avaient rendus. Cette histoire d'ingratitude, moi, ça m'a toujours frappé. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Pour raconter le délire hystérique de certaines élites communautaires, genre on a inventé Dieu, les gens nous en veulent parce qu'ils ont une dette imprescriptible. Effectivement, on est toujours dans l'idée du racket. Donc je rappelle aussi le livre de Jean Solaire, les Juifs n'ont pas inventé Dieu, ils sont même pas monothéistes au départ, ils sont monolatriques. Voilà, voilà, il faut pas nous prendre pour des imbéciles, quoi. Voilà. Et puis derrière, il y a toujours combien on vous doit, qu'on vous doit quelque chose. Non. Il y en a marre. Le racket, il y en a marre. Le racket moral, le racket symbolique, le racket religieux. Voilà, on en a marre de se faire racketter. Voilà, on est en période de crise, on est en période où il faut du partage. Le racket, ça suffit, surtout quand ceux qui rackettent sont ceux qui ont déjà tout le pognon. Voilà. Ok, amen. Au téléphone, je voudrais prendre Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, vous êtes à peu près du même avis que Mireille Mathieu, au fond. Vous dites qu'on défend de façon... J'aimerais bien qu'on me dise ça un jour. On défend de façon un peu trop rapide les Pussy Riot. Oui, un petit peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugements à l'emporte-pièce sur les Pussy Riot, alors qu'au fond, si elles avaient fait la même chose en France, elles auraient peut-être pris plus cher, parce qu'on nous parle toujours de la prière anti-Poutine. Si elles l'avaient fait dans la rue, il n'y aurait pas eu de souci. C'est surtout qu'elles ont fait ça dans une cathédrale et que si n'importe qui avait fait la même chose en France, à Notre-Dame ou dans n'importe quelle église... Est-ce que sérieusement, vous pouvez dire une phrase comme « En France, si ça se passait, ça serait jugé encore plus sévèrement ». Est-ce que vous avez déjà vu, pour un délit d'opinion, fût-il dans une église, fût-il n'importe où, quelqu'un qui part pour 5 ans en prison, au goulag, c'est pire que la prison encore. Est-ce que vous avez déjà vu ça, depuis le temps béni de l'occupation du con? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez vu ça?
Oui, alors un de nos jeunes militants avait réussi à s'infiltrer dans une émission de radio pour dire que lui, il condamnait il voyait pas pourquoi on soutenait les Pussy Riot, et il s'est fait injurier, ridiculiser par le Bénichou que je connais depuis des années, que j'ai croisé chez Castel, un espèce de mondain qui n'a aucune légitimité morale et qui n'est qu'un privilège, une fois de plus, un petit marquis de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, mais qui n'a jamais rien produit, voilà, dont le frère était un intellectuel de valeur. Et qui lui, voilà, j'ai croisé chez Castel, dans les fêtes chez Coluche, voilà, portant costume sur mesure, voilà, c'est un mondain du Nouvel Obs, et la manière dont il s'est énervé dans son soutien pour les Pussy Riot, je me dis que finalement, ça serait bien de tester ce genre de type, par exemple en demandant aux Pussy Riot finalement qui montrent du doigt l'intégrisme religieux et le pouvoir, finalement d'envoyer une bande de connasses pareil avec des cagoules, par exemple aller faire ça dans une synagogue, puisqu'on fait toujours ça finalement dans des lieux de culte catholiques ou orthodoxes, donc d'aller faire le même cirque dans la grande synagogue des Victoires, puis par exemple pour montrer leur esprit transgressif, leur insoumission à la religion, puisque la première des religions monothéistes, celle finalement qui est la matrice du catholicisme, à qui on a beaucoup de choses à reprocher, et à l'islam, c'est quand même le judaïsme. Donc pourquoi pas aussi, par exemple, pour s'amuser, se torcher avec des rouleaux de la Torah, par exemple. Et puis voir comment M. Bénichou, d'un seul coup, serait pour la liberté, le droit de critique de la religion, voilà, la tolérance, et voir s'il pèterait pas un peu les plombs. Je connais parfaitement ce genre de type. D'un seul coup, il change de couleur. J'ai vu comme ça Claude Agege, qui est le linguiste émérite qui parle 160 langues. Un jour, chez Tadei, on s'est mis à parler d'Israël et s'est mis à avoir les yeux qui crachaient des flammes. Là-dessus, il y a un sujet, c'est là qu'on reconnaît celui qui n'a pas accédé à l'universel, malgré sa grande culture, et celui qui est dans le tribalisme haineux. Voilà. Donc j'ai envie de... Je pose la question d'ailleurs à M. Bénichou, avec qui j'ai souvent joué au billard et au ping-pong chez Coluche à l'époque. Osons le blasphème jusqu'au bout, et jusqu'à la racine, puisque tout ce qu'on peut reprocher de pire à l'islam est pris du Lévitique. Ça vient tout du judaïsme. Voilà, donc osons le blasphème jusqu'au bout. Les Pussy Riot à la grande synagogue des Victoires, et faites-moi une petite vidéo, là, les Femen ou les connes, là, les copines à Duflo, là, où vous vous torchez avec des rouleaux de la Torah. On verra si vous réagissez pas comme les musulmans, quand on blasphème sur le prophète. On verra si vous avez cette distance que nous avons, nous et les no-chrétiens, car nous avons fait un travail de distanciation qui a d'ailleurs peut-être été votre perte, depuis qui commence avec Montaigne, voilà, et qui aboutit effectivement à la Révolution française. Mais je ne crois pas, moi, que certains juifs communautaires, tribalistes et fondamentalement religieux quand ça les arrange, religieux dans tout ce que ça a de mauvais, jamais rien dans ce que ça a de moral, se comporteraient mieux que les musulmans qui ont effectivement un peu pété les plombs et qu'on sait très bien manipuler d'ailleurs sur cette corde-là, si on traitait la religion juive comme on traite en ce moment la religion musulmane. Et je vous dis, le meilleur moyen de le démontrer, c'est j'incite les Femen et les Pussy Riot, puisque ça va susciter des vocations, à aller faire le même numéro dans une synagogue, c'est-à-dire vous arrivez avec des cagoules, vous montrez vos chattes et vos fesses, et vous prenez la Torah et vous vous torchez avec. Et là, on va voir effectivement le niveau de compréhension libertaire de nos commentateurs juifs du Nouvel Obs, et voilà, de ces fameux laïcards à deux vitesses, et de ceux qui incarnent en France la République laïque, comme le fait si bien M. Payon. Voilà. Oui, alors mon t-shirt, là, je vais le montrer. Là, c'est en solidarité avec notre camarade Zéon, qui est le dessinateur de notre bande dessinée, et qui a été convoqué par la police pour une plainte, je crois, de la LICRA, et qui toucherait en fait je crois les autocollants qu'il fait depuis des années, qui sont en général des autocollants militants pour la cause palestinienne. Donc je pense qu'il y aura un procès où nous irons le soutenir, car tous ces autocollants, je les connais. Je les ai vus, ils sont à mon avis inattaquables. C'est de la défense de la cause palestinienne, au nom des droits de l'homme, de l'anti-apartheid, de la gauche. Et je trouve très très malhabile et maladroit que la LICRA monte dans une opération comme ça, en sachant que en plus c'est un jeune d'origine chilienne, fils de réfugiés politiques chiliens. Enfin, je veux dire, il a un CV inattaquable. Je crois vraiment qu'il y a une communauté en ce moment qui manque terriblement de finesse, ou qui pense sans doute que son pouvoir est si absolu qu'elle peut se permettre à peu près n'importe quoi, et qu'on n'est plus dans l'appel à la justice française, mais dans la lettre de cachet. Voilà. Donc
Je pense que normalement, notre ami Zéon, nous irons le soutenir. Et je pense même que normalement, si la loi est encore la loi et la justice encore la justice, il gagnera son procès. Et que même, ça sera l'occasion de médiatiser ces autocollants antiracistes qui ne font que montrer du doigt la politique raciste, racialiste, théologico-militaire et d'apartheid d'un État qui ne respecte aucune résolution de l'ONU depuis 62 ans et qui s'appelle l'État raciste, théologico-racial d'apartheid d'Israël. Voilà. Hein, et donc... Voilà, soutien à notre ami Zéon. Pour finir sur une main tendue à mes frères musulmans qui sont injustement aujourd'hui diffamés, diabolisés, manipulés et poussés et jetés à la vindicte du français en colère, en amalgamant immigration, islam, salafisme, etc. etc. C'est un amalgame malsain qu'on ne tolérerait pas, comme je l'ai dit, pour une autre communauté. Je vais vous lire une sourate du Coran, Al-Maïda 82, 5.82 pour ceux qui connaissent. Tu constateras sûrement que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les musulmans sont les juifs et les associateurs, qu'on traduira nous par païens, et que ceux qui sont les plus disposés à sympathiser avec les musulmans sont les hommes qui disent « nous sommes des chrétiens ». Cela tient à ce que ces derniers ont parmi eux des prêtres et des moines, et à ce qu'ils ne font pas montre d'orgueil. Voilà. Donc je rappelle bien que selon l'eschatologie catholique bien comprise et selon l'eschatologie musulmane bien comprise, nous avons vocation à être frères en religion, y compris d'ailleurs avec les juifs bien compris, ceux que ne désignent comme satanistes ni Jésus ni Mohamed. Voilà, nous avons vocation à nous tendre la main et à non pas nous laisser monter les uns contre les autres, et que ceux qui montent les chrétiens contre les musulmans font un sale travail sur le plan islamique et sur le plan chrétien authentique, et je le dis, ce sont des faux chrétiens et des faux musulmans, et Dieu les regarde et il les punira. Voilà. Sur ce, salut à tous et peut-être au mois prochain.